On va commencer, on va envoyer du lourd avec Valérie Seguin. Valérie, tu es réalisatrice du documentaire « Et si la mort n'existait pas » qui vient de faire presque 300 000 vues sur YouTube en 15 jours. Waouh, bravo. Tu animes des ateliers sur la mort au Forum 104, rue Vaugirard. Et tu as écrit un livre qui s'appelle « Les 3 jours et demi après la mort de mon père ». On va envoyer les extraits de ton documentaire et puis après on a 5 minutes d'échange. C'est parti. Selon le docteur Beauregard, l'esprit, c'est l'ensemble des fonctions mentales, conscientes et inconscientes, donc les pensées, les émotions, les intentions, la mémoire, etc., que certains nomment esprit et d'autres conscience. Je sais aussi que le problème est juste énorme et que quand on parle de la conscience, vraiment, plus qu'on l'étudie, et ça fait plus de 20 ans avec l'équipe qu'on essaye d'avancer dans ce domaine, plus que notre ignorance est claire. Pourquoi la science actuelle n'arrive-t-elle pas à expliquer comment nos pensées, nos émotions, même notre mémoire, sont produites? Au fond, le cerveau est constitué de cellules, qu'on appelle des neurones, et de filaments qui connectent les neurones entre eux, qu'on appelle les axones, donc de la matière grise, de la matière blanche. Mais comparé aux autres cellules de l'organisme, ces cellules-là n'ont rien de particulier. Donc, on n'est jamais arrivé finalement à expliquer comment on pouvait générer des fonctions mentales complexes simplement à partir de l'activité de ces cellules-là. Si la matière, en l'occurrence notre cerveau, se révèle incapable de produire un phénomène immatériel comme une pensée, alors d'où proviennent nos pensées, notre conscience? Cela amène des scientifiques à élaborer de nouvelles hypothèses. C'est le cas de Thierry Janssen, chirurgien et fondateur d'une école destinée aux médecins et personnels soignants. Plus j'explore ça, plus je redeviens convaincu que je me suis trompé longtemps en croyant que c'était la matière qui se complexifiait et créait la conscience. Et aujourd'hui, j'en arrive à vraiment me dire que c'est sans doute plutôt la conscience qui existe et qui crée la matière. Alors, il y a beaucoup d'arguments qui montrent que non. Premier argument, déjà, certaines divisions peuvent être vérifiées objectivement. Par exemple, des personnes qui ont une expérience de mort imminente sortent de leur corps et voient certaines personnes dans la salle d'attente ou à leur domicile en même temps, disent des détails qui ont été vérifiés ensuite par les observateurs extérieurs. Deuxième chose, la structure de ces phénomènes est universelle. Ils vivent tous la même chose. Or, des hallucinations, par définition, c'est idiosyncrasique. C'est-à-dire que chacun vit son hallucination de ce côté, elle ne ressemble absolument pas à celle du voisin. J'ai voulu étudier les expériences de mort imminente dans les arrêts cardiaques parce que, en fait, dans les arrêts cardiaques, on sait que l'électroencéphalogramme va être plat dans les 10 à 30 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque. Donc, on sait qu'à ce moment-là, le cerveau s'arrête en théorie de fonctionner et donc c'est plutôt étonnant que des personnes puissent rapporter quelque chose. En plus, si les gens sont dans la rue, les secours mettent du temps à arriver. Donc, ça peut mettre déjà plusieurs minutes avant que les secours commencent une réanimation. Donc, il se passe quand même un très gros laps de temps avant que le cœur et le cerveau refonctionnent bien comme il faut. L'étude de certains cas particuliers va aussi à l'encontre de l'hypothèse des hallucinations. Il y a 3 cas particuliers aux expériences de mort imminente. Ça va être d'une part les expériences de mort imminente qui vont survenir chez les enfants. Les enfants, a priori, n'ont pas de représentation religieuse, ne sont pas trop influencés par la culture et pourtant vont vivre des expériences de mort imminente et puis vont les raconter. Souvent, ça va être par des dessins et ils peuvent très bien faire le dessin en fait, d'un bonhomme en bâton avec un bonhomme en miroir au-dessus d'eux et puis une grosse lumière dans un coin de la feuille. D'ailleurs, ces expériences de mort imminente paraissent même plus fréquentes chez les enfants que chez l'adulte. Deuxième cas particulier, ça va être les expériences de mort imminente qui vont survenir chez les aveugles de naissance. A priori, ces personnes-là n'ont jamais vu de leur vie, et même quand elles rêvent, ils rêvent de choses qu'ils connaissent, c'est-à-dire ils rêvent de toucher, de sensations auditives, d'odeurs, etc. Lors des expériences de mort imminente, pour la première fois, ils vont découvrir le monde. Et si, par exemple, ils se retrouvent au-dessus de leur corps, ils se reconnaissent par rapport à la forme de leur visage, ou la forme de leur bague, ou la forme
leur forme leur longueur de cheveux, etc. On a aussi des personnes qui ont été aveuglées durant l'accident, par exemple, qui ont eu des éclats de verre dans les yeux, etc., et qui ensuite ont fait un arrêt cardiaque à la suite de ça, et qui rapportent avoir vu la scène ou avoir vu les secours les réanimer, alors que techniquement, ils ne pouvaient pas voir. Pourtant, certains continuent de penser que ces visions seraient liées aux médicaments administrés aux patients. L'étude de François Lallier prouve le contraire. En fait, la grosse hypothèse qui ressort de cette étude, c'est que tout le monde vivrait une expérience de mort imminente dans les arrêts cardiaques, mais que tout le monde ne s'en souviendrait pas, un peu comme les rêves. Et en fait, plus la personne aurait un cerveau altéré, c'est-à-dire plus elle aurait d'antécédents psychiatriques, neurologiques, ou plus elle prendrait de médicaments, et moins elle se souviendrait de cette expérience. Si l'étude de François Lallier ne porte que sur 118 cas français, les statistiques nous montrent que ce phénomène n'est pas rare. Et dans le monde occidental, on estime qu'il y a 4 % des individus qui auraient fait une expérience de mort imminente. En fait, ces recherches et surtout ces expériences de sortie du corps que j'ai fait m'ont convaincu que j'existais autrement que physiquement, autrement que mon corps charnel, que j'avais aussi une existence énergétique qui était là, autour de moi, qui n'était pas mon corps physique, mais qui était autre chose. Et en fait, c'est après, lorsque j'ai travaillé au CERN, que j'ai eu les premières explications par les physiciens nucléaires qui m'ont initié un peu à la spiritualité, parce qu'eux-mêmes, pour beaucoup en tout cas, sont convaincus que l'univers est à 11 dimensions, donc les 4 dimensions de l'espace-temps plus 7 dimensions vibratoires. Cela nécessite quelques explications. L'espace-temps, c'est le monde dans lequel nous vivons. Un monde à 3 dimensions spatiales. Longueur, largeur, profondeur. Et une 4e pour le temps. Mais selon les physiciens, il y aurait d'autres dimensions cachées. La mécanique quantique dit qu'il y a une réalité apparente qu'on voit avec nos sens et qu'on mesure avec nos instruments de mesure, des accélérateurs de particules, des télescopes, des microscopes, etc. Mais les données physiques suggèrent qu'il y a peut-être aussi une réalité ultime qui est ce que le physicien Bernard d'Espagnac appelle le réel voilé et qui n'est pas mesurable directement par nos instruments de mesure. Donc, il y a une réalité ultime qui est différente de la réalité apparente. Il a été démontré depuis la fin des années 90 que le vide contient de l'information et que donc, à partir de ce moment-là, il existe par définition des mondes invisibles. Nous devrions finalement considérer la possibilité que la mort, comme la naissance, puisse n'être que le passage d'un état de conscience à un autre. Mais pour ça, il va falloir changer de paradigme. Accepter que ce n'est pas forcément la matière qui crée l'esprit, qui crée la conscience, d'accepter que c'est la conscience qui permet à la matière de se manifester. Les scientifiques sont des êtres humains, sont très attachés émotionnellement à leurs croyances. Et c'est très difficile pour eux d'admettre qu'ils ont pu se tromper, par exemple. Et les nouveaux paradigmes, ça prend toujours un certain temps avant d'être acceptés. La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà commencé à l'initier, ce changement de paradigme. Maintenant, on est en chemin. Ça va prendre encore du temps. Ça faut être réaliste. Ça peut prendre encore quelques décennies, mais je pense qu'on le verra dans notre vivant. Ok. C'est quoi, en fait, quelle a été ta démarche avec ce documentaire, Valérie? Alors, ma démarche, ça a été de faire un 360 degrés sur où en est la science sur l'étude de la vie après la mort. Donc, on est allé voir tous les scientifiques qui, aujourd'hui, étudient ce sujet. Et on a présenté tous les phénomènes, les différents phénomènes qu'on observe aux frontières de la mort, comme par exemple les expériences de mort imminente, le phénomène de décorporation, sortie de corps, les visions des agonisants, vous savez, ces personnes qui vont décéder et qui ont des visions de leurs proches décédés. On est allé voir aussi
des scientifiques qui étudient la médiumnité, parce que la médiumnité est aujourd'hui étudiée par des scientifiques. Voilà, donc on a vraiment présenté tous les différents phénomènes et vous aurez à la fin la conclusion de ces scientifiques. Voilà, parce que c'est un vrai débat scientifique aujourd'hui entre les scientifiques qui pensent qu'il n'y a que la matière, mais comme le dit Stephen Lorenz, que vous avez vu tout à l'heure, c'est celui qui a la blouse blanche, il leur dit « Allez-y, prouvez-le, vous n'y arrivez pas ». Parce qu'il y a quand même beaucoup de phénomènes qui montrent le contraire. Et puis, il y a ce mouvement scientifique post-matérialiste qui dit « Non, aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il n'y a que la matière parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui nous montrent qu'il y a autre chose que la matière. Qu'on peut aller au-delà, que notre conscience est au-delà de la matière. » Voilà. Valérie, tu as en fait écrit un livre qui s'appelle « Les 3 jours et demi après la mort de mon père », dans laquelle tu racontes en fait ce qui t'est arrivé au moment du décès de ton papa. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé en fait? Oui. Moi, je viens d'une famille athée. Mon père était pas du tout croyant et famille très cartésienne, très rationnelle. Enfin, et mon père, la veille de son décès, a eu une vision des mourants, justement, a eu une vision de sa mère juste 24 heures, un jour, la veille de son décès, et ça l'a ouvert en fait. Enfin, il s'est vraiment posé des questions et on a eu une discussion là-dessus. Et il est décédé 24 heures après et puis très rapidement, en fait, il a vraiment communiqué avec moi. Enfin, j'ai vraiment senti sa présence pendant 3 jours et demi. Et de là a commencé une enquête, parce que je m'intéressais de loin à ce sujet, mais je ne connaissais pas ce phénomène de présence, de contact avec un défunt juste après le décès. Et il paraît qu'on est 25% de la population à avoir eu un contact avec un défunt. Qui dans la salle a déjà eu un contact avec un défunt? Ben voilà, ça doit être bien un quart de la salle. Et voilà, donc après le livre, c'est vraiment toute une enquête, parce que déjà le livre tibétain des morts, le livre des morts tibétain, nous dit que la première étape de l'âme, c'est 3 jours et demi. Et moi, mon phénomène a vraiment duré 3 jours, précisément 3 jours et demi. Donc de là est partie toute une enquête où j'ai étudié tous ces phénomènes. Ok, avec tous ces scientifiques que j'espère pouvoir vous passer, mais bon, voilà. C'est quoi tes projets en fait maintenant du coup, Valérie, après le formidable succès de cette première partie de documentaire? Alors, justement, là c'est la partie 1 et on veut faire une partie 2 sur et si l'âme existait vraiment, parce que si la mort n'existe pas, ça signifie qu'il y a un au-delà et il y a donc une partie de nous qui retourne dans cet au-delà. Donc je voudrais faire parce que dans notre vie terrestre, on ne se préoccupe pas tellement de notre âme. Et moi, je pense que c'est important de s'y préoccuper. Voilà, donc je vais faire un film pour la maintenant. Ce ne sera pas sur l'étude de l'au-delà, mais plutôt c'est quoi notre âme et comment est-ce qu'on peut s'y relier. Et puis également, si la mort n'existe pas et qu'il y a un au-delà, ça veut dire aussi qu'il y a un passage. Donc comment faire ce passage de manière apaisée, parce que la mort fait peur à beaucoup de gens. Donc voilà.